pire, on lance, puis on verra. Attends, tu peux la refaire? Je pense par- que j'ai trouvé la bonne réponse à ta blague de merde. On parle on parle du commencement pour commencer. On va surtout parler d'exorciste en espérant qu'on va exorciser les mauvaises blagues de ton corps, Louis. C'est impossible, elles sont trop fortes. Je te préviens, par contre, je vais forcément faire une blague sur les Tortues Ninja. Alors, deux choses. Si tu veux. Deuxièmement, à quel moment? Bah, Paul Schrader. Ah. Tu vois pas le lien évident, là? Ok, moi ça me va comme introduction. Je sais pas toi. 100K. Oh, oh, T'es mort? ouais, man. L'imprévu, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-lui, mon ami. Il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Bonjour et bienvenue à tous les perdus et les retrouvés pour ce nouvel épisode de Projection Perdue, le podcast cinéma de la Chimérathèque. Je suis Damien et je suis en compagnie de Louis. Salut Louis. Salut tout le monde. Et aujourd'hui, pour Halloween et la sortie de Exorcist Believer ou Dévotion en français, nous aborderons l'étrange étrangeté qu'est l'Exorciste 4. Les plus connaisseurs réagiront en disant lequel et les moins sachants resteront sur l'allitération d'étrange étrangeté. Si je double le mot, je double aussi le film, car à partir de quasiment un même scénario, Hollywood va nous proposer deux films très proches et très différents. Acteurs, montage, action, ambiance, personnages. C'est quasiment un jeu des 7 différences qui nous attend. Pour cet affrontement non monumental, dans le coin gauche, le premier film tourné mais sorti en second, Dominion, Prequel to the Exorcist, de Paul Schrader. Dans le coin droit, le film que voulait le studio puis ne voulait plus, L'Exorciste au commencement de Ronnie Harlin. Je propose de suivre la chronologie des sorties cinéma, donc ce sera Exorcist au commencement puis Dominion, et on entremêlera au cours de cet épisode, voir ce que ça donne. Du coup, c'est parti pour Projection Perdue, les deux Exorcistes 4. Alors, Louis, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Exorciste au commencement? Ah ouais, t'as vraiment fait une super intro, alors que moi je suis arrivé en mode salut, on va parler de ça, comment t'en as pensé quoi? Ouais, je sais pas, j'ai eu un bon feeling là-dessus. Bah, moi, Exorciste au commencement, d'abord, j'ai pas vu le 3, je crois, donc j'ai pas vu celui d'avant, mais je suppose que comme c'est un préquel, ça va pas déranger. Je trouvais que c'était un film d'épouvante pas terrible, et un film populaire pas terrible. A contrario de l'Exorciste Dévotion, j'en parle un peu avant, que j'ai trouvé que c'était un film d'auteur pas terrible non plus. Dévotion ou Dominion? Dominion, ouais. Ouais, en fait, avant de parler du film précisément, je trouve que déjà le fait de voir ces deux films, et t'expliqueras sûrement pourquoi il y en a eu deux, je trouve que voir ces deux films-là, ça reste quand même intéressant si on veut apprendre le cinéma ou si on veut voir comment c'est fait, de voir à quel point on peut partir d'une même idée, avoir les mêmes acteurs et faire vraiment une histoire complètement différente. Ouais, alors depuis tout à l'heure, moi je parle un peu d'Exorciste 4, mais les gens en parlent pas exactement comme ça, et c'est normal vu que les deux sont des préquels. Alors pour résumer du coup Exorciste au commencement, vu que le résumé de Dominion est légèrement différent, dans Au commencement, on a le père Lancaster Merrin qui est hanté par le souvenir des atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Sentant sa foi disparaître, il quitte sa terre natale des Pays-Bas et effectue en Afrique un pèlerinage, celui de la dernière chance. Au Caire, Merrin est abordé par un amateur d'antiquités rares qui lui propose de rejoindre un chantier archéologique au Kenya, dont la lointaine province de Turkana. Là-bas, les Anglais viennent de faire une découverte des plus troublantes, une église byzantine parfaitement conservée. Misant sur les compétences archéologiques acquises par Merrin, le collectionneur espère dénicher en premier une ancienne relique dissimulée dans l'église. Mais sous l'église sommeille une entité diabolique qui n'attend qu'un signe pour s'éveiller et répandre à nouveau sur terre le sang, la mort et les abominations. Donc, alors ce film, comme tu l'as dit, Louis, il est pas ouf. Je sais pas si ça tient au réalisateur parce que Ronnie Harlin, en fait, il a bossé sur des films d'horreur un peu avant. Il a bossé sur Freddy 4, qui est assez particulier. Il a bossé sur Peur Bleue. Quand je dis bosser, c'est réel. Peur Bleue, c'est le film avec Samuel Jackson qui se fait bouffer par un requin au milieu de son discours. Il a fait Die Hard 2, il a fait Cliffhanger avec Staline. En fait, il a une filmographie de franchise, mais qui est assez oubliable. Et ça, c'est un truc que j'ai dit à tout le monde en résumant le film, c'est que c'est un film qui parle d'archéologie. On a des nazis qui sont présents, on a du surnaturel. Et en fait, je trouve le film sympa parce que le film, c'est un peu un Indiana Jones.
Et du coup, de ce point de vue-là, il est sympathique comme Indiana Jones parce que c'est un Il a même le Indiana chapeau. Jones. Ouais. Il a même le chapeau. Mérine, l'archéologue principal, a même le chapeau. Mais le problème, c'est que c'est un film exorciste. Et ton film exorciste, il est pas censé être un film d'aventure. Et Ouais. ça fait ce truc chelou, quoi. C'est ça qui est étrange, c'est que j'ai l'impression que ça s'inscrit dans deux courants. Euh, Après aussi, c'est un film, c'est clairement un film de producteur, puisque la première version dont on va parler tout à l'heure, qui est en fait sortie après, était justement pas conforme aux producteurs. Et donc, c'est les producteurs qui ont demandé le retournage pour la version de L'Exorciste au commencement. Et donc, ça s'inscrit dans la veine des suites de films d'horreur, c'est-à-dire on reprend exactement la même recette et on recommence. Et il y a eu ça avec tous les gros films d'horreur. Du coup, on ressent vraiment que c'est exactement en même temps le même scénario que L'Exorciste. La fin est quasiment la même, etc. Et ce qui fait que ça m'a un peu gêné parce que c'est comme, ok, j'ai déjà vu ce film. Et en même temps, j'ai l'impression que ça s'inscrit un peu dans les années 2000 où on est comme, il faut refaire des films d'aventure, comme tu dis, mais c'est plus totalement Indiana Jones. Et du coup, c'est plus totalement. C'est pas encore Pirates des Caraïbes où on est dans un truc assez débridé, etc. Et les deux films qui sont sortis à la même époque, un peu d'aventure que je vois, c'est La Momie Ouais. qui est sorti quand même un peu avant. Et du coup, ça m'a fait vraiment penser à La Momie, où t'as ce truc, voilà, t'as une fouille, t'as une malédiction, etc. Et Zorro aussi, que j'ai revu récemment, pardon, la reprise, et je trouve que il n'y a pas trop de rapport avec Zorro, et plus avec La Momie, mais je trouve qu'il y a vraiment ce truc où le film d'aventure était un peu oublié, quoi, il n'y en avait pas beaucoup. Et en parlant de trucs que tu retrouves et qui fait penser au premier film, c'est que tu retrouves exactement le même démon. Mais le Oui. film a une particularité, et ça tu le vois quand tu compares les deux, c'est qu'il a beaucoup d'effets gore qui sont présents gratuitement. Et on va rapidement en parler, mais par exemple, je sais pas si tu te souviens de la scène d'introduction de ce film-là, mais ça commence par un charnier de bataille rempli de Templiers morts à cause des croisades. Et c'est la première scène qui t'accueille, et au fur et à mesure du film, tu as des scènes comme ça, gore, qui vont popper pour dire hey, regardez, on est présent. Mais en soi, c'est pas c'est pas des scènes qui font peur, c'est juste des scènes qui sont là pour rappeler que tu es devant un film d'horreur. Ouais, mais là, tu parles des croisades, mais ça me fait penser aussi à la religion qui est quand même très présente dans les films exorcistes. Et dans le premier film, William Friedkin, lui, il était croyant. Et il disait, l'exorciste, tu sais, c'est comme... mais je comprends pas, les gens, ils ont cru que c'était une fiction, mais pour moi, c'est réel, en fait, il y croyait vraiment. Et je pense que comment on perçoit ce film, il diffère aussi de est-ce que les gens qui l'ont fait étaient croyants ou pas. Et je trouve ça toujours drôle parce que c'est aussi un peu la même histoire d'un père qui a perdu la foi, etc., et qui va la retrouver. Donc c'est un truc qui est finalement très américain. Ouais, c'est un schéma des films d'exorcisme. T'as toujours le prêtre qui a perdu la foi et qui la retrouve dans le combat contre le démon. Exact. Mais je trouve ça drôle qu'il les retrouve contre Pazuzu, c'est du coup qui est le nom du démon, qui est un démon païen en fait. Mésopotamien. Et ils utilisent toujours la même statuette qui est au Louvre d'ailleurs. Ouais. Et du coup, je trouve ça drôle qu'ils retrouvent la foi face à un dieu qui est pas de la religion. Tu sais, je trouve ça bizarre. C'est comme si tu avais perdu la foi, tu voyais la réincarnation d'Osiris et tu disais, ouais, du coup, je vais me mettre à croire en Dieu. Je trouve ça a jamais fait de sens pour moi. Ok, je vais parler de la chronologie, comme ça on va pouvoir attaquer le deuxième film et vraiment les entrecroiser. En fait, du coup, on a eu les deux Exorcist 4 sont faits par la même société qui est Morgan Creek Productions, que vous connaissez peut-être pour le dernier des Mohicans de Michael Mann, Ace Ventura avec Jim Carrey par Tom Shadyac, ou The Thing de, je le prononçais mal, Matthijs van Egeren Jr., qui est le premier remake préquel du cinéma qui est à la mode récemment, ce qu'on appelle, alors j'ai entendu le terme et je le trouve très bien, ce qu'on appelle un requel, qui est un remake préquel. Je trouve que ça fonctionne à donf, et qui est du coup est aussi la même société qui bosse sur la saga Exorcist depuis le 3, et notamment sur Dévotion qui est sorti
il y a pas longtemps. Et du coup, le scénario de base est fait par William Wisher Jr., qui est le scénariste de Terminator 2 de James Cameron, ou du 13e guerrier de John McTiernan, et de Caleb Carr, dont c'est le premier et dernier scénario, mais faut pas trop s'inquiéter parce qu'il est avant tout scénariste. Et du coup, ce scénario termine entre les mains de Paul Schrader. Louis, moi, je connais le premier film de Paul Schrader avec toi, vu qu'on a vu Blue Collar Ouais. ensemble. Il a aussi fait Mishima, mais il est surtout connu pour son travail de scénariste pour Martin Scorsese à travers Taxi Driver, Raging Bull. Il a aussi bossé sur les scénarios de Yakuza de Sidney Pollack et Obsession de Brian De Palma. Et Paul Schrader, en fait, il casse Stellan Skarsgård qui joue le père Merrin, parce qu'on vous a pas encore parlé du casting. Et en fait, s'il le caste, c'est parce que dans le premier film, le père Merrin est joué par l'acteur Max von Sydow, qui du coup joue le père Merrin dans l'Exorciste. Et en fait, cet acteur, Max von Sydow, c'est le meilleur acteur suédois de sa génération. Et du coup, Paul Schrader, il s'est dit, si je fais un préquel pour jouer le Paul Merrin, il faut le meilleur acteur suédois de sa génération. Et du coup, c'est comme ça qu'il casse Stellan Skarsgård. Et du coup, C'est logique. Schrader fait le film, mais Morgan Crean, comme tu l'as dit Louis, il aime pas beaucoup son film parce que c'est un thriller psychologique et il manque de gore et de scènes waouh comme on en aimait tant au début des années 2000. Et alors que le tournage est avancé, la production fait non, arrêtez tout. Ils font réécrire le scénario par un certain Alexis Oley, dont c'est le premier film il me semble et qui aujourd'hui fait surtout des séries et soit showrunner soit producteur. Notamment c'est l'un des producteurs de la série Castle, que je sais que tu as regardé Louis, et il confie du coup ce nouveau scénario à Ronnie Harlin. Et du coup, certains acteurs restent pour finir le film parce qu'ils sont là par contrat et d'autres partent en suivant Paul Schrader. Et du coup, le film Exorcist au commencement sort en salle, il se pète la gueule, sachant que le même mois, tu as Collateral de Michael Mann qui sort en salle, tu as Alien vs Predator de Paul W.S. Anderson qui était quand même attendu par les fans, et bizarrement tu as Héros de Sang Yimou, qui est un film chinois par le papa du Le Secret des Poignards Volants, qui va dominer début septembre le box-office. Et en fait, le film sort et il domine juste la première semaine de sa sortie, mais sans plus. Et c'est un film, du coup, qui a coûté 50 millions, qui en a rapporté 78 millions, donc ce qui est un échec. Sauf que dessus, il faut aussi rajouter les 30 millions de la première version de Schrader. Et en urgence, face à la chute du film, tu as le studio qui contacte Paul Schrader, qui lui donne 40 000 $ et qui lui fait « S'il te plaît, est-ce que tu peux finir ton film en post-prod ?» Et en fait, quelques mois plus tard, début 2005, on a du coup Dominion Prequel to the Exorcist qui sort. En fait, je trouve ça assez fou qu'ils aient ressorti. Ça me fait penser un peu dans la même veine, totalement différent, à Justice League, où ils ont redemandé à Zack Snyder de sortir son film pour essayer d'avoir plus d'argent. Sauf que là, c'est vraiment, ils n'ont pas accepté de base la version de Paul Schrader. Et ce qui fait que je trouve que ça se ressent dans la version de Paul Schrader, où il avait plus de budget pour le finir, parce que j'aime beaucoup les scènes, il y a pas mal plus de scènes de rêve, c'est un peu plus langoureux, donc horreur psychologique, mais les effets spéciaux sont dégueulasses. Mais vraiment, c'est en 2005, mais c'est vraiment dégueulasse. Moi, ça me faisait penser aux premiers effets spéciaux qu'il y a dans Les Secrets de la Pyramide, là, le Sherlock Holmes, où c'était tous les tout premiers effets spéciaux de personnages, et je trouve que c'est pire que ça. Et ce qui fait que ça casse vraiment le truc, quoi. Il y a deux trucs qui sont intéressants. C'est déjà que tu compares avec la version de Snyder. Et Snyder, pour finir son film, il a eu plusieurs millions de dollars. Il n'a pas eu juste 40 000 $. On l'a dit, débrouille-toi. Et c'est drôle que tu parles de la version de Sherlock avec les pyramides. Parce que dans la deuxième version, du coup, dans L'Exorcisme au commencement, tu as un acteur que j'aime beaucoup voir, parce que j'aime beaucoup son visage, qui est le Père Francis, qui est un personnage qui reste entre les deux, mais dans la version de Au commencement, il est joué par James Darcy. C'est un gars qu'on voit souvent dans les Nolan comme Oppenheimer ou Dunkerque. Et c'est un acteur du coup qui saute entre deux, qui a été recasté avec la chronologie, ça devient un bordel pour ce film. Et je fais une parenthèse casting, parce que je me suis rendu compte que l'un des personnages principaux, qui est Tchétché, ou Zézé, selon la version dans laquelle on l'écoute, il est joué par Billy Crawford, qui est un mec dont j'avais plus entendu le nom depuis des années, qui était un chanteur au début des années 2000, qui a une carrière mais super drôle. En fait, il a commencé comme danseur pour Michael Jackson.
Entre-temps, il est devenu chanteur, il a pas mal fonctionné en France. Il a été doubleur dans les Totally Spies. Il a chanté le générique du premier film Pokémon sorti en salle. L'année dernière, il a gagné Danse avec les stars 2022. Et là, avec ce rôle qui est particulier dans sa carrière, il se paye totalement un rôle unique dans les films d'exorcisme parce que comme t'en parlais, Louis, dans le premier film, en fait, on a le schéma classique du père qui perd la foi et qui, du coup, va se retrouver à devoir exorciser un personnage féminin et qui est en fait le schéma très classique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dominion est l'un des rares films d'exorciste où on a le cas de possession d'un homme et, du coup, l'exorcisme se fait sur un homme. Et ça, c'est un truc qui est vraiment unique, qui doit exister. Alors, vraiment unique. Il doit exister max une dizaine de films qui en parlent dans toute l'histoire de cinéma. Mais pour citer du coup Teen Horror de Scream à It Follow de Pascal Francet, qui est un auteur que j'adore et qui évoque le travail de Carol J. Clover dans Men, Women and Chainsaw Gender in the Modern History, elle explique que les films d'exorcisme sont un schéma de film réactionnaire où la femme, la fille ou l'enfant est corrompu physiquement et mentalement dans un moment de fragilité ou d'émancipation, comme la puberté ou l'éloignement du milieu parental pour des études ou un voyage, un moment où on grandit et où on fait des choix, ce qui permet d'être affecté et qui se solde soit par son sauvetage par un prêtre, soit par la mort du personnage. Et en fait, c'est des films qui, toujours selon Carol J. Clover, c'est des films qui renvoient à la pénétrabilité. Ah, ça marche pas. Qui renvoie à la pénétration de la femme par le malin. Et les films comme L'Exorciste, du coup le premier de Friedkin, renvoient une longue lignée de femmes portail vers le mal, dont Ève et la Bible en est originelle. Moi, j'ai un peu du mal, justement, avec ces schémas de films d'horreur qui se répètent, parce que j'ai juste l'impression de voir 6 fois le même film, et ça m'énerve, et c'est un peu et c'est pour ça que je pense que je préfère la version de Shredder, parce que même si les effets spéciaux sont pas beaux, que ça sent qu'il l'a fini pour le DVD, et que l'image est vraiment moins belle, bah, finalement, le commencement, j'ai l'impression que j'ai vu ça 6 fois. Bah, c'est le même film que le 1 en fait, et y a beau avoir comme une symbolique derrière, bah dans le film on la voit pas et je trouve ça chiant quoi. Alors que le film de Paul Schrader, bah, au moins il y a des effets visuels un peu moches, mais il y a des idées visuelles. Ouais, et il a un truc intéressant que tu as mis, que tu as dit tout à l'heure et que du coup je remets en avant, c'est qu'il mise pas sur la peur comme le gore qu'on peut voir dans Au commencement, il est plus sur quelque chose d'onirique et de fantastique et du coup la Ouais. peur se fait par l'étrangeté parce que là je parlais du fait que Billy Crawford jouait Tchétché qui est l'un des rares exorcisés masculins, mais en comparaison je trouve qu'il a un côté un peu à la Midsommar parce que comme Midsommar il prend des cordes, il les inverse, il les perturbe. Dans Midsommar on a l'idée on va faire un film d'horreur en plein milieu d'un soleil et dans L'Exorciste on a l'idée qu'au lieu d'avoir quelqu'un qui va avoir un corps qui va être détruit par le malin, on va avoir quelqu'un qui va être guéri par le malin. Et en fait, au lieu d'avoir quelqu'un qui sombre petit à petit, qui faiblit mentalement et physiquement, on a quelqu'un qui est au bord de la mort, qui commence à reprendre vie. Et ça fait partie des schémas qu'on voit très rarement dans les films d'exorcisme. Ouais. Je reviens sur le casting aussi, donc l'acteur principal dans les deux films c'est Stellan Skarsgård. Je sais pas exactement comment ça se prononce. Et pour ceux qui voient pas qui c'est, il joue récemment dans la série Andor. Je sais pas si tu l'as vu, donc une série Star Wars. Ouais, je l'ai vu, il a joué dans Andor, il a aussi joué dans le MCU, où il joue un scientifique qu'on retrouve beaucoup dans les films Thor. Il a joué dans Tchernobyl de Oui, c'est HBO, vrai. qui a beaucoup marché. Là, actuellement, il est d'ailleurs dans les films Dune de 2009, mais moi, je l'ai découvert surtout avec Lars von Trier à travers Nymphomaniac et Mélancolia. Oui, c'est vrai, il joue dans les Lars von Trier aussi. Et Max von Sydow joue aussi dans Star Wars. Il joue dans le 7 et c'est lui qui se fait tuer directement. Ah ouais. Mais c'est drôle du Et coup. les deux, Vas-y. ouais, les deux, ils ont joué aussi pas mal avec Bergman. Enfin, pour des films de Bergman. Ouais, c'est un grand acteur et en fait, aujourd'hui, il est dans les films de blockbuster, mais c'est aussi parce qu'il y a sa carrière internationale et sa carrière un peu chez lui à la maison, comme beaucoup d'acteurs européen, mais c'est quelqu'un qui du coup livre, alors dans les deux cas je trouve qu'il livre une performance solide. Alors c'est plus compliqué dans Au commencement parce que
quand t'es un acteur, tu renvoies la balle à d'autres acteurs et je trouve que au commencement, c'est un peu plus compliqué pour lui, alors qu'il s'en sort beaucoup mieux dans Dominion. Bon, je pense que ça joue aussi au niveau du talent du réal que Paul Schrader est bon. Alors, il fait pas des films exceptionnels, mais il fait toujours des films bons, je trouve. Ouais, moi je suis pas un gros fan de Paul Schrader. Bah, son premier film, c'était. C'est quoi son premier film déjà? Blue Collar. Ah oui, Blue Collar, voilà. J'avais bien aimé, mais sans plus. Je trouve qu'il est meilleur scénariste que réalisateur. Et là, il scénarise pas le film du coup qu'il a réalisé, Dominion. Et je voulais dire aussi, du coup, Dominion, qui a été tourné avant, j'avais vu qu'ils avaient gardé que 10% pour tourner l'exercice Le Commencement. Et dans le film l'exercice Le Commencement, et ben, au final, il y a 10% de ce qui a été tourné dans Dominion. Ouais, mais en fait, c'est ultra intéressant parce que, bah, du coup, moi, j'ai regardé d'abord, j'ai regardé dans la sortie chronologique, du coup, j'ai vu Au Commencement, puis Dominion, et t'as des trucs qui sont mis dans Au Commencement, et tu te dis, oui, c'est des trucs OSEF, en fait, ce sont des éléments qui sont placés là. T'as un moment où tu as un personnage militaire qui meurt, il y a un papillon qui sort de la bouche, bon, je m'interroge pas sur le pourquoi et comment. Et en fait, quand tu regardes Dominion, tu as tout à un moment où en fait, la différence dans Dominion, c'est que Merrin est appelé pour une vraie recherche archéologique par les militaires. Il n'est pas contacté par des escrocs d'antiquité. Et en fait, le militaire, il le reçoit dans sa maison. Et en fait, dans sa maison, il a un mur avec des papillons accrochés. Et tu apprends en fait qu'il est fan des papillons. Et en fait, tu te retrouves avec des détails qui sont au commencement, mais gratuitement à cause des éléments qui sont restés dans le premier film. Et quand tu regardes Dominion, il y a des éléments que tu comprends. Alors moi, ça m'a fait ça parce que j'ai regardé les films dans ce sens. Mais vu que Louis, je sais que tu l'as regardé dans le sens inverse, je sais pas si ça t'a fait le même effet. Non, bah en fait, j'ai pas trop remarqué, moi, les éléments qu'il y avait en commun, bah, hormis les acteurs et le scénario, mais j'ai pas vu les plans, parce que l'étalonnage aussi est différent. Et c'est vrai que, ouais, tout est un peu plus expliqué dans Dominion, il y a plus de choses qui se répondent entre elles, etc. Mais ça m'a pas dérangé qu'il y ait des choses gratuites dans le commencement. Il y a un truc qui m'a marqué, du coup, toujours dans ce truc de différence et de rapprochement, c'est que Au Commencement, on évoque le passé de Stellan Skarsgård, qui c'était un prêtre, du coup, durant la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas, que les nazis ont débarqué et ont massacré le village, parce qu'ils lui ont imposé un dilemme auquel il a refusé et il porte ça comme un fardeau. Et en fait, Au Commencement, c'est lâché à un moment dans le film, quand le démon essaye de négocier avec lui. Et l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle il perd la foi. Et dans Dominion, c'est la scène d'introduction. C'est-à-dire qu'on commence par le passé du père Merrin pour te dire, ok, là aujourd'hui il se retrouve en Afrique, il est dépassé par ça. Et il y a un parallèle que fait le film que je trouve super intéressant et vraiment très astucieux, c'est qu'il met en parallèle à travers cette histoire de nazisme, ce qu'a connu le père Merrin au début dans Dominion et plus tard l'action des Anglais avec le peuple local, c'est qu'il te met en parallèle le nazisme et le colonialisme. Et du coup, tu as l'occupation des Pays-Bas qui est mis en parallèle avec l'occupation anglaise en Afrique. Et à travers ça, il te sort un commentaire historique que je trouve très cool. Parce que, et là, ça va être le point un peu historique, parce que en Afrique du Sud, tu as eu des camps de concentration britanniques pour les Boers et les Indigènes, et tu as aussi eu toujours, par des Européens, mais cette fois des Allemands, le génocide des Hereros et des Namas avec des camps de concentration dans le sud-ouest de l'Afrique. Et c'est deux événements qui ont lieu entre le début du XXe siècle et avant la Première Guerre mondiale. Et tout ça, c'est concentré là-dedans. Et en fait, je trouve ça... C'est un commentaire du coup politique que je trouve vachement intéressant dans Dominion, c'est d'avoir justement ce parallèle entre nazisme et colonialisme. Ah, tu veux dire qu'il faut condamner Israël, c'est ça? Ouais, mais c'est ça. Au début, au début du commencement, du coup, il va le chercher au Caire. Au début du commencement. Au début, au début de l'exercice au Caire. commencement, il va le chercher au Caire, c'est ça? Et à la fin du commencement, ouais, c'est ça. Ah oui, ça se passe au Kenya. Mais j'ai l'impression qu'aussi ça surfe un peu sur le côté exotique de l'Afrique. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ce truc de ok, c'est un peu un démon, il y a un truc un peu ancestral. Bah, t'as tout l'enjeu. En fait, tu retrouves l'orientalisme que tu avais à l'époque coloniale, du coup, au niveau de l'art, qui est de représenter de manière
un peu cliché du coup et tout. C'est pour ça que tu as une tribu où littéralement tu vois la façon dont ils font les accouchements, les rituels pour éloigner le malin, tout ça, tout ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, je trouve ça un peu bizarre parce que ça. Enfin, j'ai l'impression que le film il est sur deux pieds parce qu'il est en même temps, bah voilà, on fait un parallèle entre le nazisme et le colonialisme, mais le personnage est quand même du côté des colons et en même temps il y a un truc bah tricato puisque c'est comme à la fin c'est grâce à Dieu qu'ils réussissent. Et du coup, c'est encore une fois ce parallèle de bah il retrouve la foi grâce à un démon païen et en même temps en côtoyant des gens qui sont pas du tout de la même culture, quoi. Alors, je dirais qu'il y a une différence entre Au commencement et Dominion, parce que dans Au commencement, t'as un affrontement entre les tribus indigènes et les Anglais, et c'est vraiment parce que les deux se détestent et les deux sont mis sur le même plan, et t'as du coup le prêtre qui sauve la demoiselle en détresse. Et dans Dominion, par contre, tu as les Anglais qui attaquent la tribu présente, parce qu'ils sont certains que tous les éléments surnaturels qui arrivent qui eux du coup prennent au premier sang, c'est-à-dire que tu as des soldats qui sont tués parce qu'ils rentrent dans l'église, bah, ils sont certains que c'est la tribu qui a fait ça, la tribu répond que c'est le mal et tout, et du coup tu as les Anglais qui sont en mode ah ouais c'est le mal, bah on va voir ce que vous allez dire si on vous tire dessus, est-ce que c'est encore le mal qui fait ça et tout, et tu retrouves quand même ce truc de prêtre qui a perdu la foi et qui la retrouve comme on disait, mais dans Dominion, le prêtre n'est pas du côté des Anglais. C'est assez particulier parce que il est avec Père Francis, du coup, qui est l'autre père qui vient pour faire une école. Et Père Francis, bah, lui, il est juste là pour enseigner la foi, mais il va se rendre compte que enseigner la foi dans un endroit en guerre, c'est pas vraiment leur priorité. Et tu as Mérine, du coup, qui lui retrouve la foi en essayant de sauver les gens qui l'entourent. Mais les deux prêtres ne prennent pas position. Enfin, ne prennent pas. Ils arrivent avec les Anglais, mais en soi, ils sont plus du côté neutre. Et je crois que Mérine le dit parce qu'il a déjà vu ce que ça donnait. Je crois qu'il sort une phrase comme ça quand les Anglais disent. T'as une scène au tout début où t'as un Anglais qui se plaint d'un tribal et t'as Mérine qui fait qui dit un truc du genre bah oui vous êtes des occupants donc en même temps faut pas vous attendre à ce qu'ils vous aiment. Mais actuellement, vu que tu as Exorcist Dévotion qui sort au cinéma et que c'est un requel, donc du coup un remake suite, je me posais la question, et du coup ce sera plus ton avis personnel, Louis. Est-ce que tu penses que Exorcist au commencement et ou Dominion sont encore dans la chronologie, ou est-ce qu'ils ont été effacés, ou est-ce que un a été sacrifié ou pas? Et si tu sais pas trop quoi dire, si toi tu devais en garder qu'un seul dans cette saga, ce serait lequel? Même si j'ai déjà mon avis. Aucun des deux, je m'en fous. T'as vu d'autres... Enfin, à part The Thing, que je pense que tu as vu d'autres requels ou pas? Genre les Halloween? Non. Est-ce que Hit, ça compte ça? Eh ben, c'est une bonne question, parce que ça, en fait, c'est juste un remake. En soi. Vu que c'est pas une suite remake. Attends. Ah, c'est-à-dire que plutôt que de faire une suite où tu refais exactement la même chose, tu fais un reboot où tu refais exactement la même En chose. fait, un requel, c'est le premier film que tout le monde adore existe, tous les autres n'existent pas, on recommence une saga. Ah, ok, d'accord. Donc plutôt que de faire une suite où tu refais la même chose, c'est tu supprimes ce qui a été fait et tu refais la même chose. C'est Ouais. ça? Ok, Ouais. je comprends. Et c'est qu'Exorcist Dévotion me fait très peur. Je l'ai pas encore vu. Parce que bah déjà j'aime pas le travail de David Gordon Green, mais en gros l'une des particularités qu'il a et une des modes qu'il a lancé, c'est que tu fais du coup un requel à une saga d'horreur, et dans l'épisode tu intègres la première victime qui a normalement survécu, qui revient, et c'est le moment où elle prend finalement son ultime vengeance contre la menace. Et dans la bande-annonce de l'Exorciste Dévotion, du coup tu as l'actrice qui joue la mère de Megan qui revient alors que c'est pas lié à elle. Enfin, sans doute, ça doit être pas Zouzou, mais en soi, l'intrigue n'est pas liée à elle. Et c'est un film qui me fait très peur. Et j'ai lu un truc très drôle là-dessus, c'est que l'actrice, on lui a dit qu'on faisait le film. Du coup, t'as le studio qui fait hé, reviens, on a... Enfin, ils lui ont envoyé le scénario. Elle a fait non, je suis pas intéressée. Du coup, ils lui ont renvoyé le scénario et ils ont dit si tu viens, on te paye un peu plus cher. Elle a dit non, je suis pas intéressée. Du coup, ils sont revenus en lui proposant un max de thunes. Elle a fait non, je suis pas intéressée. Et au final, ils sont revenus, ils ont proposé un max de thunes, et voyant que le studio allait pas céder, elle a fait ok, je veux pas de la thune, vous le donnez à des bourses d'étudiants de cinéma et tout, d'acteurs et tout. Je joue dans votre film, mais l'argent va là-bas.
Et c'est un film du coup Oh, qui a stylé. eu j'ai kiffé la prise de position, mais c'est un film qui du coup part avec un peu une enfin à mes yeux part avec une balle dans le pied, avec l'actrice qui voulait pas jouer parle avec une double balle dans le pied. Et en matière d'humour noir, je pense que celui qui a fait meilleur, c'est William Friedkin, qui disait qu'il préfère être mort que voir la suite. Et malheureusement pour nous, il nous a quittés il y a quelques mois, et heureusement pour lui, je pense qu'il verra pas la suite. Bah, je reviens un peu sur le truc des chronologies, surtout des films Oui, d'horreur, mais en fait, quelle que soit la manière, je trouve ça. En fait, j'ai l'impression que ça m'intéresse pas de savoir où est-ce que c'est avant ou après. Je veux juste voir un film qui me fait peur, ou en tout cas, enfin, si je vais voir un film d'horreur, je veux voir un film qui me fait peur, avec une bonne histoire et qui s'inscrive dans une chronologie ou pas. Je m'en fiche. J'ai un parallèle un peu bizarre, mais c'est comme les Zelda, quoi. Je m'en fiche. Je veux juste un jeu vidéo où je tue Ganondorf à la fin, où c'est l'aventure qui s'inscrivent dans telle ou telle chronologie. C'est Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc, les gens, ils ont absolument envie de savoir dans quoi ça s'inscrit, mais au oui. final, c'est pas très important. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ce qu'on appelle une chronologie, c'est en fait quand un film sort, on va avoir par exemple 1, 2, 3, et les gens vont décider de faire par exemple un requel. Et en fait, en faisant un requel, le moment où on a le film original plus le requel, c'est ce qu'on va appeler une deuxième chronologie. Ça permet d'éviter de se perdre entre tous les différents films. Par exemple, si on prend le Batman, on a le Batman de Tim Burton, le Batman de Nolan, et si c'était un peu la même chose, on dirait on a la chronologie Burton, on a la chronologie Nolan. Mais avec ce que tu me dis et le fait que ça ne t'intéresse pas, je me dis que si tu prends l'origine des slashers et des films d'horreur, le parti pris à chaque fois que tu fais un slasher, c'est qu'à la fin tu tues les méchants et que tu acceptes qu'au prochain film ils reviennent parce que c'est un increvable, et qu'au final on s'en moque un peu qu'ils soient morts ou pas. Et en parlant de chronologie et de requel, est-ce que finalement, avec ce qu'a apporté A24 et un peu les films d'horreur que les gens ont commencé à aimer, t'aurais pas en fait tout l'univers du cinéma d'horreur qui se prend un peu trop au sérieux aujourd'hui? Alors qu'en soi, quand tu regardes la série de Chucky, par exemple, c'est une série qui du coup ne se prend pas au sérieux et fonctionne. Mais je pense qu'avec l'arrivée de tout ce qui a été The Witch, Midsommar, Hérédité, aujourd'hui, tu as les vieux films qui sont vraiment réussis avec leur message et leur façon de filmer, qui veulent être pris au sérieux, alors qu'en soi, c'est pas forcément ce qu'on leur demande. Enfin, moi Ouais, j'apprécie, mais c'est pas ce qu'on leur demande. c'est vrai. Bah, je pense c'est différent parce que les productions sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est vrai que je trouve que, en tout cas, dans les films d'horreur, un peu comme les suites, enfin les sagas, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mm. Les sagas, c'est vrai que je trouve qu'il y a ce truc de ah oui, le fait de les inscrire dans la chronologie, ça participe à ce que t'as dit de ouais, il faut les prendre au sérieux, etc. Et tu vas pas juste te marrer. Enfin, même s'il y avait des films sérieux comme ça, mais je trouve que c'est ça. Bah, l'exemple, c'est Scream, où de Mm. base, c'était un film presque parodique, enfin, où il y avait beaucoup d'humour dedans. Et il n'y a plus du tout ça dans les récents, je trouve. Ouais, Scream. Scream, la force qu'il avait, c'est que c'était un film méta sur le média en lui-même qui fonctionnait et qui, toujours avec le livre de Pascal Francet que j'ai cité tout à l'heure, Teen Horror, expliquait que c'est un film qui du coup vient pour critiquer en fait finalement ce truc de reproduction de tous les films, qui arrive à t'en faire un discours méta et qui arrive à jouer sur finalement ce que la personne sait ou non. Et en fait, dans Teen Horror, ils expliquent beaucoup de choses, mais si tu prends les deux tueurs aujourd'hui, et à l'époque, c'est juste des mecs qui veulent la célébrité et quelqu'un qui veut se venger de la mort de sa mère. Mais si tu les prends aujourd'hui, les tueurs, tu peux les analyser un peu comme des incels, parce qu'ils rentrent totalement dans cette description des hommes qui sont violents envers les femmes. Et c'est un film qui, aujourd'hui, est encore perspicace, et il y a très peu de films qui sont capables de faire une critique méta sur leur propre genre. En termes d'horreur, le dernier qu'on a eu qui était vraiment solide, c'était La Cabane dans les bois, qui à nouveau se moquait de tout ce que le cinéma nouveau apportait. Et au plus récent, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais en termes de film méta qui arrive à critiquer sa propre construction, je dirais pas Spider-Man Across the Spider-Verse, parce que Bah, c'est pas un film voilà, d'horreur déjà. voilà. Mais sans être un film d'horreur, je pense à Matrix qui critiquait lui-même la question des sagas et qu'est-ce que tu attends au final d'une suite sans cervelle, qui était ultra intéressant dans finalement cette opposition entre ce qu'il faut donner aux fans parce De que les films l'attente, en fait. précédents marchaient et non, en fait tu dois pas donner aux fans ce qu'ils veulent, tu dois leur donner un bon film. Mais par exemple, bah, je pense à la saga où
Je pense ma saga d'horreur préférée, c'est Alien, parce que justement, t'as toujours... c'est 4 réals différents, avec 4 fortes personnalités, et qui font toujours un truc différent, et t'es toujours surpris, et ça va pas parler de la même chose, et en même temps, bah, c'est la suite, mais ça pourrait presque ne pas l'être, mais en même temps, ça fasse du sens que c'est toujours le même personnage, etc., quoi. Je sais pas si ça fait pareil au moment où en fait, Prometheus 2 a été renommé en Alien Covenant et que Ridley Scott était de nouveau derrière, alors qu'en parallèle, tu avais Neil Blomkamp, qui était le gars qui a fait District 9, qui devait être chargé de faire le 5e film et qui, moi, me hypait parce que quand on m'a annoncé un Alien 5, j'étais en mode, oh cool, justement, il garde cette dynamique de on prend un nouveau réal avec une autre vision, Ouais. et on l'intègre à Sega Alien, et derrière, finalement, tu as Ridley Scott qui est en mode, non, on va appeler Prometheus 2 Alien Covenant, sinon les gens, ils iront pas voir mon film, et tu te retrouves avec un film... Ouais, c'était une imitation de Ridley Scott, mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais tu te retrouves dans cette situation gênante où au final, tu tues plus ou moins ce que tu as créé. Est-ce que tu veux pas nous donner un indice sur le prochain podcast, Louis? Ouais, on sait de quoi on va parler? C'est une question, ça? Oui, c'est une question. Alors, le prochain indice, on va parler d'une variation sur Peter Pan. Intéressant. Eh ben, je te dis à la prochaine, Louis. Bah, salut Damien. Lost in time and lost in space.